Il y a quelque chose qui se passe quand on franchit les grilles du Père-Lachaise. Le bruit de la ville se dépose derrière vous comme un manteau laissé à l'entrée. Et la respiration du cimetière prend le relais, lente, profonde, presque organique. Les allées pavées s'étirent sous les arbres. Les tombes émergent comme des îlots de pierre. Et parfois, une tombe vous appelle davantage que les autres. C'est le cas de celle d'Héloïse et d'Abélard. Un petit sanctuaire gothique où deux gisants reposent côte à côte, les yeux clos, les mains presque jointes, comme s'ils venaient tout juste de s'endormir. Ce monument n'attire pas seulement par sa beauté, mais parce qu'il abrite l'une des histoires d'amour les plus puissantes et les plus déchirantes que le Moyen-Âge ait portées. Pour comprendre ce qui s'est joué entre ces deux êtres, il faut remonter au début des années 1100, dans un Paris encore brut, encore médiéval, où les ruelles étroites serpentaient entre des maisons de bois tordues par l'humidité, où l'odeur du marché se mêlait aux prières en latin, et où les écoles improvisées donnaient naissance à ce qui deviendrait plus tard l'université. C'est dans ce Paris-là qu'enseigne Pierre Abélard, un philosophe de 38 ans, figure éclatante, parfois arrogante, souvent brillante, dont l'intelligence attire des foules et fait enrager ses rivaux. On dit de lui qu'il possède un esprit aiguisé comme une lame, une voix capable de renverser une argumentation en quelques phrases, et une présence qui force aussi bien l'admiration que la jalousie. Et puis, il y a Héloïse, une jeune femme de 17 ans, prodige parmi les prodiges, dont le talent fait déjà murmurer tout Paris. Elle lit les textes latins avec une aisance qui dépasse celle de la plupart des hommes de son époque. Elle comprend les nuances philosophiques. Elle pose des questions que certains maîtres évitent soigneusement. Elle vit sous la protection de son oncle, Fulbert, un chanoine, c'est-à-dire un prêtre haut placé, rattaché à une cathédrale, un dignitaire religieux important, un homme fier, sévère, très attentif à l'honneur de sa famille. Lorsque Abélard entend parler de cette jeune femme exceptionnelle, il propose à Fulbert de devenir son maître. C'est un honneur immense. Fulbert accepte. Et Abélard, en s'installant chez eux pour enseigner, ne se doute pas encore que sa vie entière va basculer. Dès les premières semaines, un lien invisible se tisse, une façon de comprendre le monde à travers l'autre qui va bien au-delà d'un simple enseignement. Les leçons deviennent des dialogues enthousiastes, les dialogues des confidences, et les confidences des nuits où la philosophie se mêle au désir, où les mots glissent vers une tendresse qui ne tarde pas à déborder. Ils s'aiment en secret, ils s'aiment intensément. Ils s'aiment dans une maison où chaque porte est une menace, où chaque pas dans l'escalier peut trahir leur passion. Et pourtant, ils ne peuvent pas s'arrêter. Leur relation est un mélange d'esprit et de chair, de réflexion et de feu. Une rencontre tellement fulgurante qu'elle semble écrite avant eux. Un soir, tout bascule. Héloïse tombe enceinte. Abélard la conduit alors en Bretagne chez sa sœur pour la protéger du scandale. Héloïse donne naissance à un fils, Astrolabe. Ce détail, souvent oublié, dit pourtant tout de la force de leur passion. Ils ont eu un enfant qu'Abélard reconnaît et aime, mais qu'ils n'élèveront jamais ensemble. Pour apaiser Fulbert, Abélard propose un mariage secret. Héloïse, lucide, comprend que ce mariage pourrait ruiner la carrière d'Abélard, mais par amour, elle accepte. Ils se marient discrètement avant l'aube, dans une cérémonie brève, presque clandestine. Fulbert, cependant, ne se sent pas rassuré. Il a l'impression que sa nièce est cachée, que ce mariage est honteux, que l'honneur familial est piétiné. Le secret devient une humiliation supplémentaire à ses yeux. C'est alors que naît la vengeance. Une nuit, deux hommes envoyés par Fulbert se glissent dans la chambre d'Abélard. Abélard, qui a 39 ans, est attaché, battu, mutilé. Le geste est d'une cruauté absolue.
On veut le priver de son amour, de son corps, de sa virilité, de son avenir. C'est une punition faite pour briser un homme à jamais. Après cette nuit, plus rien n'est possible. Abélard, humilié, brisé physiquement et moralement, choisit la vie monastique. Héloïse, arrachée à la maternité et à son époux, est forcée d'entrer au couvent. Ce n'est pas une retraite choisie, c'est un exil. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Dans leurs cloîtres respectifs, ils se mettent à s'écrire. Leur correspondance, d'une intensité bouleversante, devient l'un des plus grands textes amoureux du Moyen-Âge. On y entend la culpabilité d'Abélard, la douleur d'Héloïse, leur passion transformée en souvenirs brûlants, en regrets constants, en réflexions presque mystiques. Abélard y parle aussi de ses ennuis au sein de l'Église, qu'il accuse d'hérésie. Hérésie veut dire une doctrine, une idée ou une croyance jugée contraire à la foi officielle de l'Église. À cette époque, être accusé d'hérésie, c'est être considéré comme un danger pour la religion elle-même. C'est extrêmement grave. Les années passent et les épreuves usent son corps. La mutilation a fragilisé sa santé. Les voyages l'épuisent, les conflits le rongent. Une fièvre longue l'affaiblit jour après jour. En 1142, à 63 ans, Abélard meurt dans une abbaye près de Chalon-sur-Saône, dans une atmosphère de paix forcée, comme si son corps avait décidé de mettre fin à un combat qui n'avait jamais vraiment cessé. Héloïse, elle, survit encore 22 ans. Elle dirige le Paraglais avec courage, intelligence et douceur. Elle devient une abbesse respectée, une femme influente dans un monde où les femmes avaient si peu de place. En 1164, à 61 ans, elle meurt à son tour d'un affaiblissement naturel, entourée de ses religieuses. Leurs corps sont séparés, puis réunis, puis séparés à nouveau. Ils voyagent de monastère en monastère, comme s'ils cherchaient encore un lieu à partager. Ce n'est qu'en 1817 qu'ils sont enfin réunis au Père-Lachaise, dans ce tombeau où leurs gisants semblent veiller l'un sur l'autre. Et depuis, leur tombe est devenue un lieu de pèlerinage discret. On y glisse des lettres d'amour, des promesses secrètes, des regrets, des vœux chuchotés. Le soir, quand les visiteurs sont partis, il paraît que le silence qui entoure leur monument change un peu, comme si l'air se souvenait encore de leur souffle. Lorsque l'on arrive devant leur tombe, au cœur du Père-Lachaise, on se rend compte qu'elle n'est pas seulement un monument de pierre, mais un lieu où le temps semble se replier sur lui-même. Ce n'est pas un hasard si leur sépulture est l'une des plus visitées du cimetière. Depuis le 19e siècle, une époque où Paris s'est laissé envahir par le romantisme, des légendes ont commencé à naître autour de ce tombeau, comme si l'histoire d'Héloïse et d'Abélard continuait de s'écrire dans les gestes de ceux qui s'y arrêtent. On raconte d'abord que les couples venaient ici jurer fidélité, posant la main sur la pierre froide, comme pour emprunter un peu de force à ces deux amants que rien n'avait pu empêcher d'aimer. Certains encore aujourd'hui le font discrètement, comme si ce geste avait conservé la capacité de protéger un amour fragile. Une autre croyance, héritée des poètes romantiques, prétend que si l'on glisse entre les pierres un mot d'amour écrit à la main, le vœu se réalise dans l'année. On retrouve parfois coincés dans les interstices du monument des papiers pliés, des lettres, des promesses. Personne ne sait ce qu'elles contiennent, mais elles témoignent d'une certitude simple. Pour beaucoup, ce lieu reste un refuge où l'on vient confier ce que l'on n'ose pas toujours dire ailleurs. Il existe aussi une légende plus intime, moins spectaculaire mais peut-être plus vraie. Celle qui dit que ce n'est qu'ici, au cimetière du Père-Lachaise, qu'ils ont enfin été réunis. Pendant des siècles, leurs corps ont été déplacés, séparés, perdus, retrouvés, comme si la vie refusait obstinément de leur offrir la paix qu'ils n'avaient jamais eue. Ce n'est qu'en 1817 que l'on décide de les rassembler dans ce tombeau commun. Pour certains visiteurs, cette réunion tardive fait partie de l'histoire, comme si l'amour avait attendu 700 ans avant de pouvoir enfin s'allonger entre eux. Et puis, il y a ce que racontent les guides, l'étrange sensation de calme que l'on ressent parfois en s'approchant du monument,
Rien de mystique, rien de surnaturel, juste une impression que quelque chose veille là depuis longtemps. Peut-être est-ce dû à la force de leur histoire, peut-être à la simple simplicité du lieu. Mais beaucoup disent qu'on ne ressort jamais tout à fait indifférent de ce coin du cimetière. Ces légendes ne prétendent pas dire la vérité. Elles murmurent seulement que certaines histoires laissent une empreinte si profonde qu'elles continuent de vivre dans ceux qui les approchent. Et devant cette tombe, on sent que quelque chose demeure, quelque chose qui n'a rien d'un miracle. Juste l'idée que l'amour, lorsqu'il est sincère, ne disparaît jamais complètement. Ce qu'Héloïse et Abélard nous laissent, ce n'est pas une légende, mais une vérité simple. Quand il est sincère, l'amour survit à tout, aux interdits, aux blessures, au silence et même au siècle. Leur tombe nous rappelle que l'amour est ce qu'il y a de plus précieux et que certaines histoires ne disparaissent jamais vraiment tant que l'on continue de s'en souvenir.